dans la rencontre, est-ce que j'admets dès le départ que je peux me transformer? Si c'est pas le cas, il n'y a pas rencontre. Il y a guerre. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Louis Fouché, homme, médecin anesthésiste réanimateur, membre fondateur de Réinfo Covid, père, conjoint, auteur, conférencier, passionné de philosophie, de littérature, d'arts martiaux, de navigation, de gouvernance partagée, d'intelligence collective et de beaucoup d'autres sujets, j'en suis sûr. Bonjour Louis et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, merci beaucoup à toi et merci à toute l'équipe qui est derrière aussi de me donner la parole. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Honneur partagé. J'ai cité beaucoup de casquettes, d'étiquettes, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourra en donner beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. Sur cette chaîne, nous nous intéressons beaucoup aux étiquettes que l'on peut coller sur les humains, mais c'est la première fois que nous allons évoquer celle du bouc émissaire. Tout notre échange ne va pas porter là-dessus, mais j'aimerais commencer par là avec toi. Donc ma première question sera la suivante. Est-ce que tu veux bien nous parler de la figure du bouc émissaire avec tes mots, ou bien avec ceux que tu trouves pertinents sur ce sujet ? Oui, merci Mathieu d'ouvrir sur ce sujet-là. Ça me rappelle un texte de Daniel Pénac. C'est un roman quoi, qui s'appelle Au bonheur des ogres. Et un des personnages, c'est le personnage principal, il travaille dans un grand supermarché. Et puis chaque fois qu'il y a un problème avec un client, chaque fois qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a un article qui est défectueux, etc., et que le client vient se plaindre, on le renvoie vers lui. Et puis donc il s'en prend plein la figure. Et ensuite, il y a le chef de rayon qui l'engueule devant tout le monde et devant le client mécontent. Ce qui fait qu'à la fin, le client dit non, mais excusez-moi, en fait, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est à ça que ça me fait penser en premier. La deuxième chose que tu as dite, c'est tu as essayé de donner un certain nombre de facettes d'une réalité multifacette qui est un individu. Et je crois qu'on peut garder ça en ligne de mire pendant tout notre entretien, c'est que ça, c'est vrai pour tous les humains. C'est-à-dire que là, vous me voyez moi, mais en tant que personnage public. Et donc, on découvre qu'on n'est pas que la tête qu'on met sur Internet ou sur une télé, et qu'on a plein d'autres aspects à l'intérieur de nous. Et ça, je crois que c'est vrai pour tous les humains. C'est la notion de la complexité qui a été élaborée par quelqu'un qui s'appelle Henri Laborie et Edgar Morin. C'est vraiment l'idée que on est pétri d'une matière complexe, quoi. Et que en regardant par une seule facette, on se trompe toujours. Donc il y a besoin de plusieurs sons de cloche, il y a besoin d'avoir plusieurs personnes qui nous parlent, d'élaborer plusieurs sujets. Et c'est aussi un point important parce que dans la relation à l'autre, on touche assez rarement à l'authenticité. Dans nos vies quotidiennes, du travail, de la vie de consommateur, de vendeur ou je sais pas quoi, on est en permanence confronté à ces facettes, à ces casquettes, à ces rôles. Et c'est comme si les gens avaient étaient concaténés à leur rôle, étaient associés à leur rôle. En gouvernance partagée, on dit qu'il y a un gros travail à faire de dissociation du rôle et de la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous prenez un chef de service de l'hôpital, si jamais il est chef de service tout le temps, il n'y a plus aucune authenticité. Les gens qui travaillent avec lui, ils vont lui parler comme un chef de service, même quand ils sont dans le couloir et qu'ils ne sont pas en train de discuter de médecine. Et il va y avoir des avantages secondaires, des bénéfices secondaires, mais aussi des maléfices secondaires. Cette personne n'aura jamais d'amitié réelle avec ses subordonnés, ou très peu. Et puis des avantages secondaires, c'est qu'elle pourra rouler des mécaniques tout le temps, que ce soit pour discuter de médecine, que ce soit pour discuter avec l'administration ou pour discuter de la couleur du PQ dans les toilettes. Ça va être le chef, il faut demander au chef, quoi. Et donc il va avoir ce bénéfice secondaire-là et l'impression d'exister, une sorte de flatterie de son ego. Mais il peut exister au bout d'un moment une sorte de crispation, le fait de se figer sur une de nos casquettes, sur un de nos rôles. Et moi, j'ai vu très souvent dans ma vie des chefs de service qui, une fois à l'arrivée à la retraite, soit sont morts dans les quelques mois qui ont suivi, parce que, symboliquement, en fait, leur rôle social ayant dépéri, ils ont dépéri aussi, boum, un cancer, ou je sais pas quoi, un truc terrible. Et soit qui revenaient hanter l'hôpital comme des Walking Dead
n'en finissaient plus de passer dans les couloirs, de donner leur avis sur tel truc, alors même qu'ils étaient plus en poste. Parce qu'ils n'étaient pas capables de juste redevenir eux-mêmes comme ça. Ça me rappelle aussi tout un moment dans ma jeunesse où j'ai été capitaine de bateau. Et donc je partais notamment en Bretagne, et en Bretagne Nord, beaucoup, donc vers l'Irlande, l'Angleterre, etc., entre Roscoff et Saint-Malo en gros, quoi, à partir de Paimpol. Et puis on faisait de la navigation dans des zones difficiles, et puis j'avais des gens à bord, jusqu'à 7, 8, 10 personnes. Et dans ce rôle de capitaine, je pouvais exprimer le meilleur de moi-même. J'aurais pu exprimer le pire, mais il se trouve que de fait, j'essayais de donner le meilleur de moi-même en termes de courage, de bienveillance, d'organisation, etc. Puis je revenais à Paris pour faire mes études, je me retrouvais dans le métro, et juste après, je me retrouvais à l'hôpital, infantilisé en tant qu'étudiant en médecine jusqu'à pas d'âge. Et je me dis, mais je suis schizophrène, quoi. D'un côté, je suis responsable de la vie de 8 personnes, d'un bateau coûteux qu'il peut être mis sur les rochers, puis de l'autre côté, voilà, je suis complètement infantilisé. Et c'était difficile de trouver qui on est vraiment là-dedans. Donc ça, c'est sur la notion des différents masques, ce que Jung appelle les personas. C'est l'archétype de la persona, le masque, quoi, le masque social, le masque familial. Et ce que Christiane Singer, elle appelle aussi tout ce dont on est chargé. Elle dit, à la fin, j'ai sur les épaules mon mari, mes enfants, mon boulot, mes collègues, mes amis, etc. Si seulement je les faisais descendre un peu de mes épaules, je pourrais enfin respirer et me retrouver moi-même, quoi. Mais c'est difficile parce que quand j'enlève tout ça, parfois je suis confronté à un vide indigent. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis? À quoi je sers? Et là, on a de très nombreuses personnes qui sont soumises à cette situation-là. C'est qu'ils sont en train de perdre leur situation sociale, professionnelle. Et il y a comme un deuil à faire, à se retrouver avec soi-même, à dire qu'est-ce qui reste? En fait, il reste beaucoup plus. Donc bon, là, j'ai fait un long aparté, mais je reviens à la figure du bouc émissaire sur lequel tu m'as tendu une perche. Pour moi, ça renvoie donc à cette histoire de Monsieur Malocène, dans Au bonheur des ogres, de Daniel Pénac. Ça renvoie aussi à René Girard. René Girard, c'est un auteur anthropologue et sociologue et philosophe qui a travaillé à Stanford, aux États-Unis, qui a eu une chaire dans une université prestigieuse. Il est français, mais il a travaillé aux États-Unis. Et tout son travail a été autour de la question du bouc émissaire. Comment est-ce qu'il entend ça et comment est-ce qu'il le comprend? Il le comprend comme le fait que deux humains qui se rencontrent vont avoir un désir mimétique. Alors aujourd'hui, en neurosciences, on pourrait dire c'est parce qu'on est bourré de neurones miroirs, alors voilà, on rentre en relation. Si on relit Lévinas, Emmanuel Lévinas, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de la rencontre des visages, et qui a dit qu'à partir du moment où je vois le visage de mon frère ou de ma sœur humain, je suis responsable de lui. Et je dois rentrer en empathie et en relation. Ce qui doit nous faire réfléchir sur cette idée de visage masqué. Vous avez peut-être remarqué aussi que sur les cryptogrammes qui montraient qu'il fallait porter le masque, il n'y avait pas de regard. Il n'y avait plus de visage. Il n'y avait plus que le masque. Et or, c'est la rencontre des visages qui est profondément cette rencontre d'humanité, de visage à visage et de cœur à cœur, et de responsabilité à responsabilité. Et cette rencontre donc des visages, des humains entre eux, dans la violence et le sacré de René Girard, il y a une complexité d'emblée, c'est que je vais désirer ce qu'a l'autre. Je vais vouloir le jouet de mon grand frère, ou je vais vouloir la voiture de mon voisin, ou la femme de mon pote. D'une manière ou d'une autre, je vais désirer ce qu'il possède. Mais en fait, c'est pas tant ce qu'il possède qui m'intéresse. Parce qu'une fois que je l'ai, en général, ça suffit pas. Une fois qu'un enfant a le jouet de son grand frère, non, ça n'a pas de goût, quoi. C'était pas ça l'enjeu. C'était une impression, cette histoire de propriété. Ce qu'il veut, c'est être son grand frère. Mais il peut pas être son grand frère. Parce que ce sont deux individus différents, et normalement individués. Et que tout le chemin de vie, c'est que je ne suis pas mon grand frère, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas mon père, je suis moi. Même si je suis en lien. C'est une grosse ambiguïté dans la vie de l'humain sur Terre. C'est qu'à la fois il est lui, et à la fois il n'est pas séparé. Il est la nature, il est la beauté, il est l'arbre, mais il est lui aussi. Et bon, là, on pourrait y revenir sur cette notion d'être à la fois séparé et d'être à la fois réuni. C'est en permanence une danse entre les deux. Et donc, comme je veux être mon frère, qu'est-ce qui va s'en suivre? Ce que René Girard appelle la violence mimétique. C'est-à-dire que je vais vouloir tuer mon frère. C'est l'histoire de Caïn et Abel. C'est l'histoire qui est là dans plein de récits mythologiques, philosophiques. Et ça va aboutir à une violence mimétique. L'autre aussi va vouloir se défendre, me tuer aussi, du coup. Et donc, on va aboutir à la fin, dans une spirale, à la guerre. La guerre, c'est la volonté d'éradication de l'ennemi. C'est la volonté de détruire l'autre, parce que ça m'est insupportable de le voir. Sauf que si je détruis l'autre, je vais me détruire aussi.
puisqu'il est mon frère, puisqu'il est mon miroir, puisque sans lui, j'existerais pas. Et c'est encore cette ambiguïté-là, hein. Là, je renvoie encore à une autre référence. Désolé, ça va faire peut-être un peu pédant là au départ, au début de notre interview, mais c'est parce que comme dans le jazz, je cherche à rendre hommage aux gens qui ont écrit quelque chose. C'est pas pour frimer ni rien. Bien au contraire, c'est pour dire, mais ça vient pas de moi, ça, je l'ai pas sorti du chapeau. C'est des gens l'ont pensé avant, et moi, je suis qu'un canal de transmission, quoi. Je vais me borner à ça. Un peu comme quand vous jouez un morceau de jazz, bah, vous citez le compositeur initial, même si vous allez l'interpréter, même si vous allez faire de l'impro dessus. Bah, vous dites que c'est Take the A-Train de Duke Ellington ou je sais pas quoi, ou Take 5 de Dave Brubeck, vous allez pas faire mystère de ça. Et c'est même un des enjeux de ce qu'on appelle la licence libre. Aujourd'hui, quand on utilise la licence libre, c'est le GNU-GPL, là, c'est Bayassa, un des enjeux, c'est de citer ceux qui étaient avant vous, en disant mais je viens de quelque part. Cette idée, elle vient de quelque part. Il y a une filiation, il y a un héritage. Elle n'est pas générée à partir de rien, poum, comme ça, comme un éclair dans la nuit. Non, en fait, c'est le long travail d'une longue chaîne d'humains qui a trouvé des choses et réfléchi ensemble. Donc là, chez René Girard, il y a cette idée que la guerre mimétique devrait aboutir à l'éradication l'un de l'autre, parce que si j'éradique l'autre, je m'éradique moi, parce que j'ai besoin de l'autre pour exister. Et je vous ai dit que Jürgen Habermas, c'est un auteur de l'école de Francfort en sociologie et en philosophie, qui va écrire un livre qui s'appelle L'éthique de la discussion, dans lequel l'exergue, le tout début, c'est il y a une double fragilité ontologique de l'individu et du groupe. Ça veut dire, c'est des mots compliqués pour dire je n'existe que si je fais partie d'un groupe, et le groupe n'existe que si il y a des individus. Parce que si moi je suis tout seul et que je fais mes trucs tout seul, ça n'a pas de goût, ça sert à rien. C'est comme les enfants qui disent mais regarde maman, regarde, et il veut juste qu'on regarde son dessin en fait pour exister, parce que sinon le dessin il n'existerait pas. Ou en train de faire une cabriole dans l'arbre, ce serait beaucoup moins drôle s'il y avait personne qui regardait. Donc on a besoin du groupe pour qu'il nous regarde, et le groupe il a besoin de nous parce qu'il a besoin de gens qui émergent de verticalité, qui prennent leur place et qui donnent leur lumière. Donc si je tue l'autre, bah, je fais plus partie du groupe et je meurs. Et donc pour René Girard, la solution, c'est de trouver un bouc émissaire, une victime émissaire, quelqu'un qui va prendre à la place de l'autre, quoi, et qui en général sera innocent. Et en général sera à nul autre pareil. Il sera soit très beau, soit très laid, soit très intelligent, soit très bête, mais à un moment il sera sacrifié. Et souvent il n'est pas encore complètement inclus dans le groupe, ou d'une manière ou d'une autre, il est à la périphérie, à la marge. Parce que comme ça va permettre de réunifier le groupe dans le sacrifice de cette victime-là. C'est ce qui se passe chez les Aztèques, vous vous souvenez, on voit dans les livres pour enfants d'histoire, on voit des jeunes vierges se faire immoler à coups de couteau par l'espèce de prêtre de cette époque-là, des civilisations mésoaméricaines. C'est-à-dire qu'on va prendre, en l'occurrence, une jeune vierge, c'est-à-dire elle n'est pas mariée, elle n'a pas encore de chéri, elle n'a pas d'enfant, donc elle est un peu à la marge en fait quelque part. Elle est jeune, elle est belle, voilà, bon, très bien, elle est pure, ok super, on va la sacrifier pour la réconciliation du groupe. C'est un bouc émissaire. On prend un bouc émissaire aussi au sens propre, c'est-à-dire on prend un animal. Et ça, c'est dans tous les textes, par exemple, en France, il y a des textes vernaculaires, c'est-à-dire issus de la société civile et du savoir populaire, de la sagesse populaire, qui ont trait à ce qu'on appelle le pont du diable. L'histoire du pont du diable, c'est toujours à peu près la même, que vous soyez dans le Tarn, en Aquitaine, en Bretagne. On en a en Bretagne des comme ça aussi. Ouais, voilà. En général, si on n'arrive pas à faire un pont, mais ce serait important, ça permet de réunir le groupe. Il faudrait un pont, parce que le village est divisé en deux. Puis chaque année, la crue l'emporte, etc. On n'arrive pas à le faire, c'est trop compliqué, trop... Et puis, un moment à la discussion du village, alors que le maire est encore en train de soulever le problème, il y a un type qui apparaît dans un éclair de fumée, habillé en noir, avec un chapeau de forme et un costard noir, et qui dit « Non mais moi je peux le faire. Moi je peux le faire, en 3 jours je le fais. » Ah bon? Le maire a dit « Mais ça coûte combien alors ?»« Rien du tout. » Quoi rien? Parce que le maire, en général, il a du bon sens populaire à cette époque-là. Donc il sait très bien que ça ne coûte pas rien. Rien, vous êtes sûr? Un tout petit quelque chose. Un tout petit quelque chose, c'est quand même le début de quelque chose. Presque rien. Juste votre âme. Ah, c'est quoi l'âme? Je sais pas ce que c'est, moi. D'accord, je signe où? Ok, on va signer là, parce que l'âme, ça n'existe pas. Et donc, le contrat avec le diable, c'est qu'il fait le pont, mais il prend l'âme du premier passant qui va passer sur le pont. Et en général, pendant les 3 jours, tout le monde se creuse la tête. Bon, on serait bien content d'avoir le pont, mais enfin, qui y va alors? C'est qui le premier là? Et on n'a pas envie de sacrifier quelqu'un. Et donc, on finit par sacrifier en général une chèvre, un bouc, ce que tu veux dans les histoires.
Et le diable s'en va dans un éclair de poudre rouge et de flamboiement en disant caramba, encore raté, quoi, je reviendrai. Et donc, ça, c'est l'histoire du pont du diable. Et voilà un peu ce que je peux te dire sur le bouc émissaire en prime abord. Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est que ça paraît une malédiction. C'est-à-dire, chez René Girard, pour lui, c'est la dynamique naturelle des groupes. Ça aboutit toujours à la violence mimétique, à la guerre mimétique, à la volonté d'éradication de l'autre, puis au sacrifice d'une victime émissaire sur l'autel de la réconciliation. Et pour lui, ça peut pas se passer autrement. Et chez René Girard, c'est une anthropologie chrétienne, hein, c'est quelqu'un qui pense que le Christ arrive et dit je vais arrêter ça, quoi. Je vais arrêter ça. Et donc, il a une lecture de la crucifixion et de Jésus qui est complètement dans cette idée du bouc émissaire. Donc c'est très intéressant. Il y a d'autres textes de lui que la violence et le sacré, hein, mais parce que au passage, quand on sacrifie le bouc émissaire, on crée du sacré. La violence va être à l'origine du sacré. Ça, c'est quelque chose hyper étonnant, quoi. Et bon, là, pour le coup, c'est un peu un de mes thèmes, hein. Mais qu'est-ce que c'est la violence? Qu'est-ce que c'est la souffrance? Qu'est-ce que c'est le sacré, justement? Le sacré, c'est le lien, en fait, très profondément. C'est le lien, c'est la relation. Et c'est ça qu'on recrée au passage quand on sacrifie le bouc émissaire chez René Girard. Et pour lui, le Christ vient arrêter ça une dernière fois et dire, grâce à lui, ça s'arrête. Ce cycle infernal va s'arrêter. Bon, apparemment non, dans le monde moderne, mais peut-être par déchristianisation, hein, ou parce qu'on a mal compris le message christique. Toujours est-il que c'est l'exemple même du sacrifice d'un innocent qui n'a rien demandé à personne, il fait des miracles où il guérit les gens, il est sympa avec tout le monde, il dit aimez-vous les uns les autres, il est dans la non-violence, et bam, il se fait défoncer, quoi. Et c'est quand même pas anodin, parce que la plupart des leaders non-violents se sont fait buter. Donc, où on finit en tôle pendant très longtemps, quoi, de Nelson Mandela, passant par Martin Luther King jusqu'à Gandhi, et ça, c'est pas évident, quoi. Or, tu l'as peut-être remarqué, mais tu l'as pas cité dans mes casquettes, mais pour nous, il y a une revendication de la non-violence gandhienne. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est un teinté de non-violence. Alors, je pourrais m'en expliquer plus avant sur qu'est-ce qu'on entend par non-violence, qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses où les gens ont des représentations fausses de ce que serait la non-violence. La non-violence, c'est pas être un béni oui-oui qui se fait taper dessus dans son coin, hein. Non, non, non. La non-violence, ça a un rapport avec l'idée que la rencontre va se passer à frottement dur, on est d'accord. Et elle peut dégénérer dans de la violence mimétique et de la guerre mimétique et un sacrifice d'un bouc émissaire. Mais peut-être qu'elle peut se passer autrement, cette rencontre. Parce que ce même désir mimétique de René Girard, ça je ne le remets pas en cause, mais ce que je propose de différent, c'est l'idée que ce désir mimétique, c'est aussi lui qui est à l'œuvre dans la rencontre amoureuse, dans la rencontre d'humain à humain permettant de faire un projet. Parce qu'on va se frotter, on va finir par faire ensemble quelque chose. Et quelque chose qui est inédit, qui est pas prévu, quoi. Quelque chose qui est à nul autre pareil, qui est à la fois toi, à la fois moi, et à la fois rien de nous deux, et de singulièrement différent. C'est ce qui se passe typiquement dans la rencontre amoureuse. Et ça rappelle un concept très ancien qui existe chez les yogis tantriques du 8e siècle, ou même avant, hein, de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. C'est quelque chose d'un peu étonnant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces écrites, on les retrouve un peu dans le yoga, ensuite de Patanjali, etc. Mais c'est même antérieur à ça, hein, c'est le tantrisme. C'est l'idée du tapas. C'est pas le sandwich mexicain, hein. Le tapas, c'est quoi? C'est l'ascèse. L'ascèse, mode de vie ascétique. C'est pas se faire mal, c'est se frotter au réel, accepter l'idée qu'on va se frotter. Et ça renvoie en fait à l'idée du bâton à feu sur la planche à feu dans le mode de vie paléo. C'est je dois faire du feu, je vais aller jusqu'à l'échauffement. Donc le tapas, c'est l'échauffement. Et en fait, de la rencontre entre êtres humains, il y a un échauffement par le frottement dur. Et il y a, à la fois, on va se brûler l'un l'autre, on va accepter de se co-transformer, on va danser ensemble en fait, et se transformer au passage, et on va faire naître quelque chose. De la beauté, un enfant, un projet, un livre, une interview, ce que tu veux, qui sera une étincelle de créativité qui n'était pas prévue au départ et qui n'était même pas envisageable de par tout ce qui était mis en présence comme force, et où surtout on pouvait penser que ces forces mises en présence allaient s'auto-détruire l'une l'autre, que le bout de bois allait se casser sur la planche, et ça peut arriver, parce qu'il faut juste le bon frottement. Pas trop fort, pas trop doux, juste ce qu'il faut. Et le bâton, il admet qu'il va se brûler au bout, qu'il va se retrouver amoindri quelque part, transformé. La planche, pareil. Et ça, c'est pareil. Dans la rencontre, est-ce que j'admets dès le départ que je peux me transformer? Si c'est pas le cas, il n'y a pas rencontre. Il y a guerre.
Euh, et c'est pareil chez Habermas, dans l'éthique de la discussion, quand il donne des recommandations pour arriver à la vérité quand on fait une discussion collective, pour essayer en tout cas, de tendre au plus juste en tout cas. Et il dit, le prérequis, la condition initiale, c'est que celui qui s'assoit autour d'une table, il accepte l'idée qu'il pourra changer d'avis. S'il vient pour seulement convaincre les autres, il changera pas d'avis, quoi. Donc il vient se battre, il vient pas danser. C'est pareil dans les propos que tu tiens. Si tes propos sont très extrêmes dès le départ, tu reviendras jamais en arrière parce que tu vas passer ton temps à essayer de les justifier. Et donc c'est la recommandation d'Habermas, c'est de dire va pas trop loin tout de suite. Attends, on n'est pas pressé, la discussion elle suivra son cours. Déjà, faut aller à la rencontre, faut prendre les gens là où ils en sont. Et derrière tout ce que je suis en train de te dire là, tu perçois un peu de la philosophie de mon discours, de comment il a été tourné. C'est d'essayer de prendre les gens là où ils en sont, d'aller à la rencontre, d'accepter aussi d'avoir tort, de dire le dissensus, c'est la clé, hein, notamment en sciences, c'est la clé. C'est parce qu'on n'est pas d'accord que ça avance. Si on est tous d'accord, ça avance pas. On est dans quelque chose de figé. On est dans une discussion nord-coréenne où il n'y aura pas de surprise, quoi. Or, la science, c'est justement ça. C'est pas une discussion nord-coréenne, quoi. C'est le frottement de la planche à feu sur le bâton. C'est le tapas, c'est la rencontre. C'est l'inverse de la recherche du bouc émissaire et de la guerre mimétique. Je voudrais apporter une précision, parce qu'elle est importante aussi, et y compris pour des gens qui seraient dans un activisme citoyen, qui seraient à la recherche d'une transformation de notre système. C'est la différence entre la guerre et le combat. La guerre, comme je l'ai dit, c'est la volonté d'éradication de l'ennemi. Et ça finit toujours par le bouc émissaire, quoi. Ça, c'est René Girard qui nous l'a appris. Donc si on est en guerre, notre but, c'est de foutre Véran en tôle, c'est de faire que Macron disparaisse et tout, en fait, c'est une illusion. Parce que les Véron et les Macron, il y en a à l'intérieur de nous, déjà. Qu'ils nous montrent des choses qui sont profondément à l'intérieur de nous. Que des Laurent Alexandre, des Jacques Attali, des Yuval Harari, il y en a à l'intérieur de nous. Que si on veut plus d'électronique, mais qu'on commence par faire une discussion numérique, et plutôt que de se rencontrer en vrai, c'est bien parce que c'est présent en nous. Donc, on a beau jeu de lutter contre le transhumanisme, mais c'est déjà un peu inscrit en nous, quoi. Et donc ça, c'est l'idée de la guerre. Ce serait toujours de retourner sur l'autre ce que je veux pas voir en moi. Ça m'est insupportable de le voir chez l'autre parce que ça me le renvoie en miroir. Et donc, je vais passer mon temps à essayer de le bâcher chez l'autre en disant oh, t'es un peu heureux, t'es un couard et tout ça. Mais c'est peut-être parce qu'à la fin, j'ai peur. Moi aussi. Et donc, il y a cette idée de réconciliation aussi dans le combat. Le combat, c'est autre chose. Le combat, c'est comme dans les arts martiaux, l'idée que à partir du moment où j'accepte la rencontre avec l'autre, j'accepte que je ne vais pas avoir forcément raison, puis j'accepte l'idée que l'autre va passer son temps à me montrer mes failles. C'est-à-dire que quand je me prends un pain dans la figure, boum, c'est pas que l'autre est méchant, c'est que j'ai pas une bonne garde et qu'il faut que je travaille ma garde. Si je me prends une balayette et que je tombe par terre, pareil, c'est pas que l'autre m'en veut à mort, c'est que je suis pas stable sur mes pieds. Et en fait, l'autre me donne des cadeaux à chaque fois. La rencontre, la crise, est un cadeau qui m'est fait pour voir ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de travailler ma garde. J'ai besoin de travailler mon jeu de jambes et d'être stable sur mes pieds. De la même manière, tous les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui cherchent à imposer une crypto-monnaie mondialisée, une éducation complètement normative, un système de santé numérique dans lequel on est un rouage, ils nous montrent ce dont on a besoin. On a besoin que l'éducation aide les enfants à exprimer leur talent, leur beauté, leur lumière. On a besoin que le système de santé nous aide à rester en santé, à être en lien avec nous-mêmes et avec les autres, en respectant la part vivante. Le système monétaire aujourd'hui est fait pour nous appauvrir et pour concentrer l'argent et le pouvoir et la richesse dans quelques mains. En miroir, ça veut dire que nous avons besoin de créer un système monétaire et un système d'échange qui reviennent peut-être au don, à la gratuité, à l'abondance, à la confiance dans l'autre, plutôt que d'avoir peur tout le temps. On a un système qui est fait que d'assurance de partout. On pourra y revenir, parce qu'on a fait tout un projet qui s'appelle Prenez Place, que vous pouvez retrouver sur Internet. Prenez Place, c'est un projet artistique et culturel qui a trait à la création monétaire. Et c'est Emmanuel Grangier qui l'a initié, qui est une amie, qui est chorégraphe et en même temps prof d'histoire de l'art, et qui a fait un ballet sur les algorithmes de trading à la nanoseconde.
Et il s'appelle Razor, il s'appelle Shark, il s'appelle je sais plus quoi. C'est que des noms horribles. Et c'est quoi? C'est Ouais, de je vois. machines qui vont spéculer à la nanoseconde sur le prix du blé ou le cours du soja, en n'en ayant rien à foutre que derrière, il y ait des cultivateurs et puis des humains. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces machines elles-mêmes, elles déterminent le cours de la vie de pauvres gens en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Sud, et en Europe, et aux États-Unis, et partout. Et en fait, c'est devenu des monstres. Comme les monstres de Miyazaki. C'est des monstres qui sont devenus fous, qui sont de plus en plus gros, avec des énormes têtes comme dans Mononoke ou dans Le Voyage de Chihiro. Et nous, on a fait un projet qui s'appelle Prenez Place, dans lequel on fait se rencontrer des historiens de la monnaie, des sociologues de la monnaie, des praticiens de la monnaie libre, la June, ou du jeu, le jardin d'échange universel, des monnaies locales, le SCHO, la pêche, la Doom, de gens qui s'occupent de gouvernance des monnaies locales et d'interfaçage des monnaies locales, de traders repentis comme Anis Lajnef, que j'aime beaucoup et à qui je passe le bonjour au passage, qui est un trader de la City londonienne, qui a pris conscience que ça allait pas, quoi. Et voilà, donc Prenez Place, vous trouverez sur Internet. C'est à la fois une chaîne YouTube. Vous pouvez d'emblée vous souvenir que on a été censuré d'emblée. C'est-à-dire que il n'y a même pas eu de menaces, quoi. Autant sur Réinfo Covid, il y a eu, il y a eu des menaces, quoi. On a eu plein de chaînes fermées, il y a eu des bandeaux marqués en haut par YouTube. Nous nous chargeons de modérer vos abonnés, vos vues indésirables. On a vu nos vues et nos abonnés baisser, quoi. On était un peu surpris. Donc on a mieux pris conscience de ce que c'était, quoi. Et voilà, Prenez Place. Vraisemblablement, on touchait au Grisby. C'est comme dans les Tontons Flingueurs. Je sais pas si tu te souviens de la réplique. Ouais, Mais ouais. on touchait au Grisby. Et donc là, il fallait nous fermer tout de suite, quoi. Le site a été hacké, etc. Et maintenant, c'est plus qu'un site internet et une chaîne YouTube. C'est aussi des représentations théâtrales et de danse, un ballet, qui va sur les places pour que les gens se réemparent de cette question. Et se disent, mais c'est à nous la monnaie. C'est à nous, c'est pas, ça doit pas être à des banques au fin fond de Shanghai ou je sais pas où, c'est à des fonds de spéculation Vanguard ou BlackRock ou Cerberus aux États-Unis. C'est notre affaire, les échanges qu'on fait. Voilà, donc guerre et combat. Je peux développer encore là-dessus, c'est que le combat, donc, c'est la rencontre avec l'autre en admettant l'idée que on va se co-transformer et que l'autre est mon petit maître. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que YouTube est mon petit maître. Macron est mon petit maître. Laurent Alexandre aussi. C'est difficile à admettre. Hein. Voilà, c'est un peu douloureux des fois, quoi. Jacques Attali est mon petit maître. Et pourtant, j'aurais de la colère au départ. J'aurais plutôt une pulsion de violence, de vouloir le détruire. De dire, mais ce salaud, quoi, qui nous emmène vers un avenir dégueulasse où on est derrière des écrans et des lunettes de réalité virtuelle, où on se parle plus les uns les autres, où les enfants sont faits dans des éprouvettes, etc., où tout le monde se déteste, tout le monde est séparé, les blancs contre les noirs contre les arabes, les juifs contre les arabes contre les je sais pas quoi, les hommes contre les femmes, les enfants contre les vieux contre les jeunes. Et ça, c'est les pro-Ukraine contre les anti-russes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est le monde de Jacques Attali. C'est un monde diabolique au sens strict, c'est-à-dire un monde de séparation. Le diable, c'est ça l'étymologie du diable, hein, diabolos, c'est les chemins divergents, quoi. C'est le séparateur. À mon avis, c'est le gros du travail qu'on a à faire dans la non-violence, c'est de chercher des chemins qui ne séparent pas, mais qui rejoignent, qui réunissent. Par contre, ça vous empêche pas de pas être d'accord. C'est-à-dire dans le combat, vous n'allez pas dire ah mais il a raison. Non, par contre, vous allez prendre ce qu'il dit, ce qu'il fait, et vous allez le laisser s'effondrer dans sa propre faille, comme en aïkido. C'est-à-dire vous allez appuyer dessus, tac, un petit peu, et hop, vous le laissez rebondir, et là, vous passez sur le côté. Il y a un côté ou l'autre en aïkido d'ailleurs, hein, ou là, au moté. Et une fois que vous l'avez laissé passer, il s'effondre par terre. Vous avez créé un momentum, un déséquilibre, une énergie qui est celle de l'autre, et ça nécessite aucun effort. C'est très palpable pour les gens qui ont déjà fait de l'aïkido ou du judo ou des arts martiaux quelconques. Quand vous tirez sur la main de quelqu'un, c'est dur. Quand vous poussez un peu et que vous laissez rebondir et que vous le laissez aller là où il doit aller, c'est facile. Il n'y a même pas besoin de force. Par contre, ensuite, vous le ramenez au centre. C'est-à-dire que vous passez votre temps à le remettre au centre. Quand vous tournez autour de lui, c'est en fait pour le garder dans votre centre. Puis ensuite, quand vous lui faites une clé de bras pour le ramener et l'immobiliser, vous le ramenez au centre. Où est-ce que moi je veux aller? Et ton énergie, je vais l'utiliser pour t'y emmener. Et puis on va voir qui a le centre le plus stable. Morihei Ueshiba, c'est le fondateur de l'aïkido, et l'aïkido, ça s'appelle l'art de la paix. C'est-à-dire que les arts martiaux, souvent, ça a référence à la guerre, mais c'est pas vrai. C'est des arts de la paix, et notamment l'aïkido. Et il dit, en fait, l'assaut se termine avant même d'avoir commencé. C'est qu'à partir du moment où j'ai neutralisé toute idée belliqueuse chez l'autre, et chez moi-même, c'est terminé. Ça y est. C'est fini. Il
il y aura plus de violence, il y aura plus de guerre. Il y aura qu'une danse ensemble. Et ça, je peux te raconter encore une expérience. Alors, je spoil un peu parce que je fais des ateliers de gouvernance partagée, d'intelligence collective. Et dans ces ateliers, il y a à la fois des trucs didactiques où je parle beaucoup comme ça, mais pour les gens visuels ou kinesthésiques, tu vois, ça passe pas, quoi. Là, les gens, ils sont déjà largués par tout ce que j'ai dit, quoi. Donc, parce qu'il faudrait un petit dessin ou quelque chose, quoi. Donc, on fait des moments sensoriels. Et ça, moi, je le dois encore une fois à quelqu'un. Hein. Il n'y a rien que j'ai inventé tout seul, en vrai. Je le dois à l'Université du Nou de Chambéry, qui a beaucoup travaillé sur la notion de gouvernance et qui a élaboré plein de propositions qui sont vraiment super belles et très intéressantes. Donc moi, je suis très admiratif de tout ce qu'ils ont fait. Et je continue à les admirer et à m'en inspirer. Et donc, un des ateliers qu'on fait, ça consiste à faire une marche consciente. C'est-à-dire que les gens marchent dans une pelouse. Tu vois, tu as 15, 20 personnes qui marchent sur une pelouse. Puis, c'est une marche en pleine conscience. C'est-à-dire, voilà, tu sens tes doigts de pied, la plante de tes pieds, les chevilles, les mouvements des muscles, ta respiration, le vent sur ton visage, pourquoi pas. Bref, tu essaies de prendre conscience de l'ensemble de ce qu'il y a derrière. Puis au moment, tu fais rencontrer les gens, deux à deux, et garder le lien dans le regard. Et tenir le regard. Et ça va pas de soi de tenir le regard. Parce que très souvent, on a envie de se détourner, on a envie d'aller ailleurs, etc. Non, là, je garde et je vois qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça fait quand je te regarde dans les yeux, et qu'est-ce que tu me fais à moi aussi. Et est-ce que mes mimiques, elles font quelque chose? Et juste toucher ça. Est-ce que c'est facile, pas facile? Est-ce que c'est rigolo ou plutôt désagréable? Et on repart. Et on fait ça 3 fois de suite. Et la 3e fois, le couple qui est formé, on va leur donner une consigne qui est, il y en a un qui est le sculpteur et l'autre qui est la sculpture. Le sculpteur doit sculpter. Quoi qu'il arrive, il doit sculpter sa sculpture. Et on va donner des consignes à la sculpture. La sculpture, au départ, on va lui dire, tu es pour ce que fait le sculpteur. Et alors, il y en a, ils vont sculpter en tournant la tête, en faisant comme ça. Il y en a d'autres, ils restent loin parce qu'ils ont peur de toucher. Ils prennent un petit marteau et un burin, ils font semblant de sculpter. Et c'est assez drôle à voir. Et puis, on va inverser les rôles. Et puis ensuite, on va dire à la sculpture, tu es contre ce que fait le sculpteur. Puis là, on voit des gens qui se raidissent, qui s'empêchent. Et puis on voit le sculpteur qui force encore plus fort. C'est-à-dire que quand tu es contre et que tu te raidis, l'autre, il va surjouer, il va te mettre encore plus de violence dessus. Il va aller au-delà de ce qu'il voulait faire. Au début, il voulait te sculpter, mais là, il veut te tordre, il veut te ployer. Il veut prendre le contrôle sur ce que tu fais. Parce que ça lui est insupportable que tu résistes. Et puis on va échanger les rôles, et puis on va encore échanger les rôles, et on va dire à la sculpture, tu es sans le sculpteur. Alors là, la sculpture, elle essaie, par exemple, certains s'enfuient, quoi, ou ils sont tout mous. Et là, c'est encore pire. C'est-à-dire que dans le corps, le sculpteur, il ressent que là, il a vraiment envie de brutaliser la personne en face en disant « Oh, t'es là ou quoi ?» de lui courir après, de lui dire « Mais allez, enfin !» Pour vous dire qu'on ne peut pas fuir, quoi, en gros. Hein. On ne peut pas s'enfuir de l'arène du combat. Et puis, enfin, on échange les rôles, etc. Puis on rééchange les rôles. Et on dit « La sculpture est avec ce que fait le sculpteur. » Et mon expérience d'encadrement et d'animation de ce truc-là, et que j'ai déjà fait des dizaines de fois, c'est que tout le monde finit par danser l'un avec l'autre. Et qu'en fait, même à la fin, ils oublient la consigne. Qui est sculpteur, sculpté, on s'en fout. Puis il y a d'autres façons de le faire où on passe de plus en plus vite les rôles et les consignes. En demandant, soyez contre autrement. Est-ce que vous pouvez être contre autrement en tant que sculpture que ce que vous avez imaginé? Et puis à la fin, on les laisse libres. Vous faites ce que vous voulez. Et évidemment, tout le monde est avec l'autre. Ça rappelle à la fois la vie sexuelle, pourquoi pas, hein, être pour, contre, sans, avec, la vie de relation, et on sent dans le corps ce qu'on a envie de vivre. Ce qu'on a envie de vivre, c'est d'être avec, évidemment, et de se co-transformer avec l'autre. Et à ce moment-là, il y a plus de violence, il y a plus de volonté belliqueuse. Et c'est pas facile à obtenir, c'est une voie de sagesse. C'est-à-dire que quand on écoute un discours de nos représentants ou des choses comme ça, il peut y avoir de la colère qui monte, il peut y avoir de la peur et tout ça. Et donc un des gros enjeux pour nous, c'est de transformer la peur en prudence et la colère en courage. La peur en prudence, ça veut dire quoi? La prudence, c'est une valeur chez les Grecs qui s'appelle la phronésis. C'est chez Aristote. Et c'est quoi la phronésis? C'est l'intelligence contextuelle. C'est-à-dire, la peur, elle est basée sur une bulle imaginaire. J'ai peur parce que je suis dans mon monde, quoi. Non, reviens au réel. Reviens là, palpe. L'eau, elle est froide ou elle est chaude? C'est pas juste, c'est l'été, elle est bonne. C'est non, mets ton pied dedans. Mets ton dos, mets tes mains, palpe, mets-en sur la nuque, tu vas voir. Puis à la fin, t'iras ou t'iras pas. Tu vas choisir. Donc la prudence, c'est pas un truc où à la fin on reste dans l'indécision. C'est non, à la fin on choisit, j'y vais, mais je sais ce que je risque pas.
Et ça, c'est vraiment l'idée de cette sagesse contextuelle, cette intelligence du courage qu'est la prudence. Donc moi, c'est vraiment une valeur qui me guide, avec cette idée de revenir au réel. Parce qu'une des grosses choses dont souffre, un des gros maux dont souffre notre société aujourd'hui, c'est la distance progressive qu'elle a pris avec le réel. C'est-à-dire que une grande partie de nos représentations, de la façon dont on voit le monde, sont de plus en plus éloignées de la réalité, quoi, du dur, de ce qu'il y a là, quoi. Et ça fait que les actes derrière peuvent devenir fous, parce qu'ils sont mus par la peur, la panique ou par des représentations fausses. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette épidémie. C'est-à-dire qu'on a tout regardé sur des courbes, des nombres de morts, un gars tous les jours qui nous dit combien il y a de morts, etc. À la fin, vous êtes comme ça, quoi. Vous prenez des décisions qui sont pas les bonnes. Pour prendre des bonnes décisions, il faut être dans le réel. Déjà, merci pour tout ce que tu viens d'apporter. Dans ce qui revient périodiquement dans ce que tu nous dis là, il y a la notion de hors-sol en fait finalement. Quelque chose comme ça, c'est ce hors-sol qui est de plus en plus visible, palpable, ressenti et qui peut amener justement à des actions complètement décorrélées de nos racines quelque part, un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Ça a trait pour moi, à un mouvement très ancien et très profond chez l'humain, euh, qui date de toujours peut-être, qui est l'idée que l'humain il aime bien transformer la matière. Les Grecs appellent ça la techné. C'est pas très loin de ars, de la notion d'art, mais c'est techné. Techné, c'est je prends de la pâte à modeler, je fais un bonhomme, j'aime bien ça, quoi. Je vais prendre de la purée, je vais faire un volcan, quoi. Tu vois, quoi qu'il arrive, l'humain il aime bien, quoi. C'est pas pourquoi il a du mal à laisser le truc tranquille, quoi. Et à juste regarder peinard et à dire bon, je vais juste admirer, contempler, merci Seigneur. Voilà, tout est parfait, quoi. Non, il se dit que tout est pas parfait, que lui il pourrait mettre sa touche. Cette techné, pourquoi elle est là? Si je m'en réfère là pour le coup c'est moi, ça, c'est ma pensée, hein. Donc ça vaut ce que ça vaut, hein. Je prétendrai pas que ce soit génial, mais en gros l'humain est sur Terre dans une expérience de souffrance. Il va souffrir. Ça commence, Siddhartha, Kapilavatthu, chez Hermanès, c'est bien décrit, hein, il doit devenir soit un grand roi, soit un grand sage, et son père n'a pas du tout envie qu'il devienne un grand sage, parce que ça paye pas, et donc il va tout faire pour le faire qu'il devienne un grand roi, et pour ça il va l'enfermer. Il va l'enfermer dans son palais, et ne lui faire voir que de la beauté, que des jeunes femmes ravissantes, que des fruits frais, que des choses en permanence belles. Il va le protéger de quelconque rencontre avec le réel, parce que cette rencontre avec le réel, dont je parlais tout à l'heure, un frottement dur, c'est de la souffrance. Et il veut pas qu'il souffre, pour qu'il soit un grand roi. C'est assez symbolique en vrai, hein. Siddhartha va dire à son cocher, non, moi il faut que je vois, je ne peux pas régner sur ce truc si j'en ai rien vu. Donc il va demander de sortir, et son cocher va l'emmener dehors, et va lui faire faire un petit tour dans la ville. Donc c'est en Inde, hein, Kapilavatthu. Et il va rencontrer successivement la vieillesse, la maladie et la mort. Donc il va rencontrer un vieux qui boite. Et à chaque fois, il va dire, mais ça existe ça? C'est quoi ce truc? Parce qu'il l'a jamais vu en fait. Et il va dire, oui, ça existe. Et il va demander à son cocher, mais ça arrive à tout le monde ça? Oui, ça arrive à tout le monde. Mais ça va t'arriver à toi aussi. Tu vas vieillir, tu vas être malade et tu vas mourir. Coup au foie pour Bouddha, enfin Siddhartha, qui va refuser d'être un grand roi et chercher à devenir un grand sage. Et pour ce faire, il va essayer de trouver un moyen, trouver une voie, un chemin pour échapper à la souffrance. Il va appeler ça le nirvana, hein, c'est le chemin. Bon, c'est pas un cours sur le bouddhisme, hein. Donc, mais globalement, tu peux considérer que l'ensemble de nos interactions sur Terre, de ce qui se passe, c'est une expérience d'extraction du grand tout et de confrontation au réel pour qu'on prenne notre forme. Et c'est une expérience initiatique, extrêmement violente et brutale, qui va renouveler la vie et nous permettre de nous individuer, au sens jungien. C'est pas individualiste, hein. Individuer, devenir moi, ce que je devais devenir. Poncer les scories petit à petit, enlever tout ce qui traînait. Comme sur un morceau de charbon, on enlèverait petit à petit jusqu'à trouver le diamant éternel à l'intérieur, tu vois. Et que ça se passe pas sans mal. Ça souffre. Et donc l'humain, il va inventer 3 ordres de remédiation, des remèdes, des accompagnements à la souffrance. Un ordre symbolique, il va essayer de donner un sens à la souffrance, de raconter une histoire, de dire quelque chose qui fait que ça prend du volume, ça prend du relief et ça l'accompagne pour que ça ait du sens. Donc ça va être des religions, ça va être des philosophies, ça va être de la science, ça va être ce que tu veux. On va raconter une histoire, même si elle n'est pas vraie, c'est pas grave. Et on va essayer de la partager collectivement.
peut être le paradis des mille vierges, ça peut être le paradis, le purgatoire, l'enfer, ça peut être la réincarnation. On s'en fout en fait. Retourner dans le grand tout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le tout, c'est que ça fasse sens, avec des valeurs derrière. Et le symbole, c'est ce qui va permettre de nous rejoindre ensemble. Donc ça, c'est la remédiation symbolique. Et puis ensuite, il y a une remédiation sociale, c'est serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui va pas bien, et faire que la présence des autres va m'aider à tenir le coup, va tisser une cohérence sociale et une cohérence du monde au passage. C'est très perceptible quand il y a un deuil. Quand il y a un deuil, quelqu'un qui meurt, on fait des obsèques. Et le début des obsèques, c'est de dire, bon, bah ça y est, enfin, on raconte la vie du mort, en général de manière laudative, et puis ensuite on dit, bon, bah il est mort, quoi. Voilà, maintenant c'est terminé. Et l'officiant doit toujours acter la mort. Sinon, si on le fait pas, c'est Walking Dead, hein. On se sépare pas de ses morts. Et ensuite, on va prendre soin des vivants. Et pour prendre soin des vivants, alors que le tissu du monde se déchire parce qu'on a perdu un être cher, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se faire prendre dans les bras par les condoléances, par 100, 150, 200 personnes, 300 personnes, qu'on connaît à peine. Des vieux cousins qu'on n'a pas vus depuis l'Empire. Mais peu importe, de chialer un coup dans leurs bras et dire, bah nous, on est là, ça fait du bien. Et si tu regardes ce qui s'est passé pour de nombreux collectifs pendant cette période difficile, c'est qu'il y a un deuil. Il y a un deuil du monde d'avant, où on faisait semblant que tout allait bien, où on faisait semblant, alors que tout allait pas bien du tout, mais c'est pas grave, on faisait semblant. Et donc c'est un peu l'âge d'or perdu, on dit ah si seulement on revenait à avant. Oui bon, t'as raison quoi, le modèle capitaliste néolibéral, c'est pas, on n'en est qu'à l'aboutissement en fait. Mais il y a un deuil et les gens ils se sont mis ensemble, parfois pour rien faire, juste pour être ensemble et pour en parler. Et rien que ça leur a fait du bien. Et quand des gens me reçoivent dans des collectifs un peu partout en France, c'est ce pourquoi ils sont reconnaissants. C'est là où ils me disent merci, ils disent merci, ça nous a permis de trouver d'autres gens. On n'était pas seul, je suis pas seul, je suis pas fou. Ça, c'est la vertu de la remédiation sociale, c'est de dire que t'es pas seul, t'es pas fou. Alors j'ai plein d'autres exemples, hein, mais voilà, l'heure tourne. Je me permets une petite incise parce que c'est vraiment très en écho avec ce que les gens vont connaître de la chaîne. Habituellement, on s'intéresse à des étiquettes qui sont la douance, l'autisme, etc., etc. Et j'ai déterminé 3 étapes. Et donc, la première, c'est de se sentir justement seul, fou et un peu extraterrestre. Et la deuxième, une fois qu'on a trouvé cette étiquette qui nous explique un peu ce décalage de façon plus ou moins rationnelle, c'est la certitude de pas être seul, de pas être fou, mais d'être bien un peu extraterrestre. Et la troisième que j'amène derrière, qui est celle qui me tient le plus à cœur, c'est comment ensuite de cette étiquette, on va pouvoir se servir de ce pas que le collectif fait vers nous en nous acceptant d'une certaine façon, en ayant prévu une case pour ceux qui n'en ont pas, d'aller enfin vers l'humanité et de se laisser aller dans les bras de l'humanité à laquelle on appartient depuis le début, mais on a du mal. Donc c'est pour ça que ça me fait vraiment sourire là ce que tu évoques. Et devenir un terrestre extra. Dans les étiquettes, par exemple, les gens ont souvent peur des gitans. À Marseille, il y a beaucoup de gitans, et j'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais moi je suis très admiratif de leur capacité de remédiation sociale, parce que quand il y a quelqu'un qui est en train de mourir ou qui est malade dans la réanimation ou dans l'hôpital, il y a en général plus de 100 ou 200 personnes qui arrivent. Ils pètent la barrière du parking Vinci ou Effiage, rien que ça me fait plaisir, parce qu'il n'y a aucune raison que le parking soit payant pour les familles des patients, donc ça c'est déjà du délire. Vous savez, c'est les partenariats public-privé, quoi. Bon, vous avez bien compris que partenariat public-privé, c'est dire hold-up par le privé, par des multinationales du privé, hein, même pas des petits entrepreneurs, hold-up par le privé du bien public et du bien commun. Mais bon. Et ensuite, ils restent dans le couloir et ils discutent. Ah, t'étais où? Ah, la famille et ta caravane, vous allez où là, pour cet été? On se rejoint à Sainte-Marie, je sais pas quoi. Et en fait, ils retissent le lien, alors qu'il est en train de se détruire. Ils prennent leur temps et ils retissent le lien patiemment. Et ça, pour moi, ça a toujours été admirable. Parce que je vois de l'autre côté des gens qui sont tout seuls en train de crever comme des chiens, avec personne pour juste leur tenir la main. Eh ben non, eux, bien au contraire, ils sont tous là et le temps s'arrête, tout s'arrête. Il n'y a rien de plus important que ce moment-là. Où le tissu du monde se déchire et où il faut renouveler la vie et renouveler le lien. Et puis la troisième dimension de remédiation, je vous ai dit qu'il y en avait deux premières qui étaient symboliques, sociales. La troisième, c'est la remédiation technique. Là, je reviens à ce que je vous ai dit au début. C'est que l'humain, il va adorer transformer la matière pour essayer de moins souffrir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de fabriquer progressivement un monde avec une grotte, une caverne, du feu, la roue, un téléphone portable, un ordinateur, et puis à la fin, le métaverse. Parce que ce serait peut-être le seul endroit où enfin je souffrirais plus. Si je m'en vais, je m'extrais de ce monde, que je pars dans une montgolfière imaginaire d'un monde parfait.
peut-être que là, enfin, je pourrais ne plus souffrir. Et ça, c'est le rêve technique de la société occidentale depuis les Lumières. C'est-à-dire qu'en gros, elle va se départir des lois du réel. Alors, c'est un peu long, je vais essayer de l'expliquer de manière simple. Jusqu'ici, l'humain fait attention à la ressource, aux arbres, à la matière, à l'énergie. Il sait que ça lui coûte de fabriquer quelque chose, c'est compliqué, quoi. Et ce sera toujours un artisanat. C'est-à-dire, c'est lui qui se transforme au passage. L'artisan, et petit à petit, ses mains, ça devient des paluches, quoi. Il va être en accord avec son métier. Ses muscles vont se développer en fonction de ce qu'il fait et de son exercice sur la matière. Et son exercice sur la matière, il va être toujours réitéré. Chaque planche est différente. Chaque fois, il va d'abord passer sa main, ressentir le réel. De quel côté il est de la planche. Tiens, il y a un nœud. Ouais, là, il est un peu pas exactement pareil. Puis il va commencer par poser son rabot et y aller à frottement doux. Puis après, il va voir s'il peut appuyer un petit peu plus et faire un copeau un peu plus large. Puis si ça bute, il va essayer de passer autour ou à côté du nœud. En fait, en permanence, il va y avoir un co-modelage de la matière et de l'humain. Mais on pourrait dire que c'est de la souffrance. En tout cas, c'est de la transformation, un creuset alchimique. Ouais. Et il y a cette tentation d'un coup au XVIIIe siècle de dire, et si on faisait un monde parfait? Ça, c'est Hobbes. Les planches, elles vont plus être gauchies. On va pas s'emmerder avec des planches qui sont pas toutes pareilles. On va essayer de faire toujours pareil, de faire des algorithmes, de faire, de normaliser les choses. Il n'y a pas d'erreur, ça arrive dans la société anglo-saxonne en plus, hein, c'est pas par hasard. Et c'est les rois du process, c'est les rois de l'algorithme, quoi. Step 0, step 1, step 2, step 3, voilà, ils veulent le zéro défaut process, quoi. Et donc, Hobbes, il rêve d'une société idéale qui serait un mécanisme d'horlogerie. C'est comme ça qu'il le présente. Il dit le monde idéal, c'est des petits rouages qui s'imbriquent les uns dans les autres. Voilà, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bifurcation. Normal, il n'y a pas d'humain. Et en fait, ça va être tout le chemin de l'industrialisation. Ça va être de faire qu'il n'y ait plus de vivants, plus d'humains. On va faire des usines, on va les robotiser, on va les machiniser. Les humains qui sont dedans, des ouvriers, on va les transformer en machines aussi. Et petit à petit, c'est tellement insupportable qu'il va y avoir des luttes syndicales, etc. C'est tellement insupportable qu'il y a des luttes ludites et les canuts à Lyon qui vont être des artisans qui vont dire vous êtes en train de nous détruire, de nier notre existence, pas seulement de nier notre métier, vous êtes en train de nier l'humain à l'intérieur, ce sera extrêmement violent, résolu dans le sang à plein d'endroits. Puis on va faire disparaître la condition ouvrière et on va mécaniser encore plus, créer la condition salariée qui elle est de plus en plus hands clean, quoi, loin de la matière. Je ne touche plus à la merde, quoi. Globalement, c'est les machines qui le font ou des pauvres gens en Asie du Sud-Est. Et jusqu'à faire des humains comme dans Wall-E, quoi. Des humains dans leur fauteuil volant qui sont nourris par des robots, qui sont obèses et qui sont plus capables de rien faire. Avec une prolétarisation progressive, une perte des savoirs, une perte des savoir-faire, une perte des savoir-être, une perte des savoirs théorisés. C'est quelqu'un qui s'appelle Bernard Stiegler qui a beaucoup parlé de ça, notamment un groupe qui s'appelle Ars Industrialis, qui traite de cette question de l'industrie et de la culture artisanale. Et pour en arriver à la fin à un monde parfait, il faut qu'il n'y ait plus d'humains. Et c'est ça l'enjeu du transhumanisme de Laurent Alexandre et Jacques Attali et Yuval Harari, de Bill Gates, etc. C'est qu'il n'y ait plus d'humains. Parce que c'est insupportable l'humain. Ça met toujours la paille dans l'engrenage, ça met la bifurcation, ça met le truc qui n'était pas prévu. Enfin, on aurait un mode de vie automatique où tout se déroule selon le plan. Mais sauf que c'est même pas vrai. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait rêver de ça. Pour moi, ce serait déjà vouloir être dans son cercueil. Ça veut dire refuser toutes les occurrences que nous propose la vie, de nous confronter à la matière et de nous transformer. Parce que là, enfin, dans mon cercueil, je suis dans ma petite caisse en bois avec des petits molletons roses. Tout va bien une fois pour toutes, quoi. Ça bougera plus, quoi. Au moins, c'est honnête. Et non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est le voyage, c'est la transformation. Donc, il y a une tension entre des gens qui continuent à être dans l'inertie de ce système industriel hérité des Lumières, consiste à s'éloigner de la matière, à ne plus vouloir avoir cours avec elle, et le faire par d'autres gens, l'externaliser, pour vivre enfin une éternité suspendue, sans transformation, où je serai réintégré dans la matrice, dans le ventre de ma maman, sans souffrance, dans le techno-cocon. C'est Alain Damasio qui en parle beaucoup, du techno-cocon, hein, dans un livre qui s'appelle La zone du dehors, dans Les Furtifs, notamment. Donc, je vous invite à le lire, parce que c'est de la science-fiction, c'est très lisible, mais ça va être une illustration de ce que je vous dis là. Mais par définition, ces sociétés où je serai dans un techno-cocon sont des sociétés totalitaires. Puisque je re-rentre à l'intérieur. La maman, elle fait tout. C'est elle qui amène l'oxygène, qui amène les nutriments, qui produit le bruit, etc. Moi, je suis à l'intérieur en train de flotter tranquillou, quoi. Dans le rose, le chaud et le tranquille, quoi. Mais donc, j'admets l'idée qu'à un moment, je n'ai pas de libre arbitre. Je n'existe pas, je ne suis pas individué. Je suis encore en gestation à l'intérieur.
Et c'est finalement une sorte de volonté de retour à la matrice que l'idée totalitaire, c'est qu'à la fin, vous avez des gens qui vont prendre en charge tous les aspects de votre vie. Jean Castex a quand même dit pour Noël, bah voilà, votre grand-mère, elle sera dans la cuisine pendant que vous prendrez la bûche au salon. Si c'est pas totalitaire, ça, c'est qu'est-ce qui est totalitaire? Le mec, il rentre chez vous, quoi. Il vous dit comment vous devez vivre. Mais tu rentres pas chez moi, quoi. C'est le principe de base de la prévention de l'individu contre l'État. Ça s'appelle l'habeas corpus chez les Anglais, la Magna Carta. Je ne dois pas laisser ces gens-là rentrer chez moi. Je ne dois sûrement pas les laisser rentrer dans mon corps si je ne veux pas. Ça, c'est des notions fondamentales d'individuation. Donc, il y a d'un côté des gens qui sont tentés par cette absence de souffrance, parce qu'ils en ont peur, et qui sont de plus en plus dans un monde virtuel, de plus en plus fantasmé, où plus rien n'est réel. Tout est basé sur la société du spectacle, où le spectacle devient leur vie. Et là, je renverrai vers quelque chose qui est très lisible, qui s'appelle Les commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord. Il y a un film aussi là-dessus, hein, qui vous montre bien qu'à la fin, nous ne sommes plus qu'une société du spectacle, dont nous sommes des acteurs, avec un des masques dont tu parlais. C'est-à-dire que cette société du spectacle, elle va nous enfermer dans certains rôles. Bon, là, vous m'avez écouté pendant 1 heure, d'accord. Maintenant, vous allez voir sur Wikipédia, vous allez voir qu'en fait, je suis un gourou. Enfin, je vais le dire autrement, parce que sinon, je ferai de l'hypnose inductive, mais que le personnage qui est créé est un gourou d'une secte d'extrême droite, anti-vax, qui appelle à la violence, et qui fricote avec des néo-nazis et maltraite les patients. C'est ça qui a marqué, hein, sur les 19 premiers articles. Ah, vous sentez que ça me met encore un peu en colère, hein. Mais je lutte, j'essaie On peut de trouver la comprendre. danse avec ça, de trouver à quel endroit je viens de me prendre un pain et où je me dis tiens, ma défense est pas bonne. Mais j'avais une question pour toi à ce sujet-là d'ailleurs, au niveau du ressenti personnel. Oui. Est-ce que dans un premier temps, avant de prendre la parole, puisque effectivement ta parole a été très clivante, il y a de manière très caricaturale les pros et les anti-Fouché, est-ce que toi, avant de prendre la parole, tu étais conscient de la puissance de ce que ça allait pouvoir débloquer avec ces mots-là que tu viens de citer? Et est-ce que tu avais conscience de ça? Et est-ce que si tu avais eu conscience de ça, tu l'aurais fait tout de même? Alors non, j'ai pas conscience forcément de la puissance de ce qui pouvait s'en suivre, ni de la déflagration potentielle. Mais la réalité de ce que je vis est assez loin en fait de ce qui est produit dans la société du spectacle et dans les médias. C'est-à-dire que moi, je rencontre dans les gens dans la rue qui me serrent dans leur bras en fait. Qui me disent merci, voilà. Ou bien je suis un individu lambda dans le métro et tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, et moi, j'en ai rien à foutre en fait du côté public. Pour toi, c'est circonscrit, cette réactivité, c'est circonscrit à la sphère médiatique. Ouais, tout à fait. Mais par contre, elle souligne les gens qui vivent dans la société du spectacle. C'est-à-dire qu'ils sont plus capables de former leur idée propre, qui est que certaines des choses que je dis, vous pouvez trouver ça intéressant, d'autres non, d'autres ils pourraient être d'accord, pas d'accord, d'autres avoir envie de faire un apport différent, d'autres se dire tiens oui, c'est un regard pluridisciplinaire, complexe, intéressant. Euh, Là non, en fait, les gens vont d'abord voir sur Google ou Wikipédia pour un certain nombre d'entre eux, pour se faire leur propre opinion. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'opinion propre, qui ne sont que Google, que Wikipédia. Et c'est assez triste. Au fond, on préférerait qu'ils aient une étiquette plus clivée, parce que au moins ils existeraient un peu plus, quoi. Ils commenceraient d'avoir une individuation. Donc d'un côté, non, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit aussi violent. D'autre part, le message que j'ai porté, et les gens peuvent le réécouter, hein, était très peu clivant, quoi. Globalement, moi, j'ai appelé à la prudence sur la vaccination, j'ai appelé à l'ouverture sur les traitements, j'ai dit qu'il fallait le consentement libre et éclairé, qui est dans la loi, hein. C'est la loi du 4 mars 2002, c'est dans le code de déontologie des médecins, j'invente rien, hein, c'est pas moi là pour le coup, donc si les gens, quand je dis ça, ont envie de tout foutre en l'air, bon bah qu'ils le foutent en l'air, mais globalement, moi j'avais pas l'impression de porter quelque chose d'absolument révolutionnaire, hein. J'étais justement sur un rappel des bases, un rappel des fondamentaux. On ne doit pas extorquer le consentement de quelqu'un. On ne doit pas lui faire un chantage à l'emploi. On ne doit pas laisser rentrer dans son corps un traitement dont on n'a pas commencé à lire quels étaient les effets secondaires, etc. Donc ça, c'est l'idée du consentement libre et éclairé, avec l'idée que ce consentement est éclairé par une information claire, loyale et appropriée. C'est les termes de la loi aussi. Et pour que cette information soit claire, loyale et appropriée, il faut prendre les gens là où ils en sont, pas leur parachuter à la gueule des trucs incompréhensibles, et puis qu'elle soit basée sur une science impeccable. Et ça, c'est là où peut-être j'ai été clivant. Mais il y a 2500 articles universitaires derrière moi pour me soutenir.
Il y a des rapports de la Commission européenne pour me soutenir. Il y a des éditoriaux, des éditeurs en chef du BMJ, du Lancet, du New England Journal of Medicine, dans les 15 dernières années, qui disent tous la même chose, qui disent notre science, aujourd'hui, telle qu'elle est publiée dans les articles scientifiques, est le prolongement des départements marketing des laboratoires pharmaceutiques. Pas moi qui le dis, hein, ça. C'est Peter Doshi, c'est Kamran Abbasi, c'est voilà, hein, c'est tous ces gens-là. Donc, par contre, prendre conscience de ça, en fait, c'est violent, effectivement. C'est-à-dire prendre conscience qu'on vit dans un monde où la plupart de l'information aujourd'hui et de la science qui est produite est frelatée, où la plupart des gens qui défendent la science sont des scientistes, c'est-à-dire des gens qui ont un dogme religieux sur la science, souvent sans en posséder les subtilités. C'est-à-dire que le fact-checker en chef du Monde, qui s'est permis de retoquer certains de nos articles de Réinfo Covid, il est spécialiste en jeux vidéo, quoi. Donc voilà, nous on est chercheurs, directeur de recherche au CNRS, directeur de recherche à l'INSERM, médecin, etc. Enfin, je veux dire, il y a un moment où, tu vois, la grenouille peut vouloir se faire aussi grosse que le bœuf, mais il y a un moment, il n'est pas légitime en fait, en vrai. À parler de ça, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord. N'empêche, sur la lecture d'un article scientifique, voilà. Et c'est quelque chose qui nous a aidé à comprendre que c'était pas avec la tête que ça allait se résoudre, cette histoire-là. Donc Réinfo Covid, il y a à la fois une partie comprendre, qui est le groupe des scientifiques et des chercheurs qui font les articles, les punchlines, etc. Mais il y a aussi toute une partie qui est liée à l'art, à la beauté et au témoignage, en disant, pour comprendre, on a besoin du cœur, on a besoin des tripes. Parce que juste avec la tête, on comprend rien à cette histoire. Et en plus, les informations que reçoit la tête, pour la plupart d'entre elles, elles sont frelatées. Je rappellerai à ceux qui nous écoutent et qui ont un doute, que juste, il y a eu une étude qui a servi à justifier l'interdiction de prescription de l'hydroxychloroquine. On pense ce qu'on veut de Raoult, on pense ce qu'on veut de l'hydroxychloroquine. Je m'en contrefous, c'est pas l'enjeu pour moi. L'enjeu, c'est que cette étude, censément sur 96 000 patients, dans le Lancet, a donné lieu à une interdiction de faire de la recherche sur l'hydroxychloroquine, a donné lieu à une interdiction de prescription chez les généralistes de l'hydroxychloroquine. C'est la première fois, quelque chose d'inédit. Jamais un ministre a interdit de prescrire des médecins en pleine phase épidémique où on est en train de chercher si on a des munitions potentielles pour se battre. Donc ça, c'est juste délirant. C'est-à-dire, ok, on te donne un fusil, mais il n'y a pas de balle dedans, puis en plus, tu n'as pas le droit d'aller en chercher, quoi. Et c'est contraire à l'histoire des épidémies. L'histoire des épidémies, c'est que les médecins s'y sont collés, ont cherché, ont essayé, ont fini par trouver. Et c'est pas des études multicentriques randomisées qu'on trouvait les solutions dans des épidémies, c'est pas vrai. Historiquement, c'est juste pas vrai. Donc là, les fact-checkers, les scientistes, les zététiciens, il faut qu'ils revoient leur tablette, ils connaissent pas assez bien le sujet. Et l'autre chose, c'est que cette étude, 3 jours après, a été retoquée. Elle disait qu'en gros, l'hydroxychloroquine tuait à 10%. C'est une étude de quelqu'un qui s'appelle Mera, vous pouvez aller voir. Elle a été retoquée et elle a été rétractée. C'est-à-dire qu'en 3 jours, la communauté scientifique a dit non mais c'est bidon. Mais c'est plus que bidon. C'est 96 000 patients inventés. Il n'y a rien qui est vrai dans cette étude. Mais ça, on le savait. Hein. Dès la première ligne, quand tu lis, l'hydroxychloroquine, c'était un médicament qui était en vente over the counter. C'était un médicament qui était en vente libre. Tu n'avais pas besoin d'une ordonnance pour l'acheter. C'est un médicament qu'on a tous utilisé. C'est un médicament que la moitié de l'Afrique bouffe tous les jours. Et qu'on nous dise que ça tue à 10%, c'était pas réel. C'était pas possible pour qui que ce soit qui vit dans un monde réel. Voilà, donc ça c'est pour te dire la distance progressive qu'il y a avec le réel. Et c'est pareil, quand les gens considèrent Louis Fouché, mais Louis Fouché on s'en fout en fait, c'est un prétexte, quoi. Ça n'a aucune importance. Enfin, moi je sais qui je suis, quoi. Des gens qui disent que je suis un gourou d'une secte anti-vax d'extrême droite, ça va, je suis assez bien dans mes bottes pour savoir que juste c'est pas vrai, quoi. Et tous les gens qui me connaissent et qui connaissent un peu de réel, ils savent que c'est pas vrai. S'ils devaient m'avoir donné une étiquette, ils auraient pu dire anarchiste écolo. Je suis médecin allopathique, je travaille avec la médecine allopathique au cœur nucléaire du truc, je suis en réanimation, quoi. Il n'était pas question pour moi au départ de critiquer l'ensemble de cette médecine. Et toujours maintenant, il n'est pas du tout question de critiquer l'ensemble de cette médecine. Pas besoin de faire une bulle d'imaginaire autour de ça. En fait, les gens préfèrent leur bulle d'imaginaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est rassurante. Imaginez si le docteur Fouché avait raison. Ce serait insupportable. Ce serait insupportable, ça veut dire que ça fait 2 ans qu'on fait du mal aux gens. Ah waouh, c'est hyper douloureux, quoi. Et donc il y a un mécanisme de déni. Et le déni, il est naturel, c'est un mécanisme protecteur. Tu dis à une institut qui depuis 2 ans met des masques à des enfants. Alors là, je vais être trop clair, hein, ça sert à rien de mettre des masques aux enfants. Voilà. Et pour autant, moi, j'ai pas été clivant sur le masque. Hein. J'ai dit, ça sert à rien dans la rue, ça sert à rien pour les enfants, ça sert à rien dans les écoles. Par contre, un FFP2 chez les gens fragiles, qui ont peur, qui pensent que ça les rassure, etc. Ma foi, je leur jetterai jamais la pierre, quoi. Et
c'est toujours le discours que j'ai tenu, hein. Chacun fait bien ce qu'il veut. Par contre, imposer quelque chose qui a un non-sens médical et scientifique et sanitaire, ça, voilà. Et quand bien même on l'imposerait, comme on l'a fait, mon discours c'était de dire évaluez-le. Maintenant vous l'avez fait, dites-nous les résultats au bout d'un certain temps. Est-ce que ça tient encore la route 2 ans après là? Il y a des gens, ils mettent encore des FFP2 dans la rue là maintenant, hein. C'est-à-dire qu'on a traumatisé des gens parce que la science, c'est que ça sert à rien, hein. Ça c'est la science, c'est les publications scientifiques avérées. C'est pas Louis Fouché, hein. Donc voilà. Donc il y a d'un côté et en même temps, je vois que cette critique, elle est utile et constructive. Pourquoi? Parce que elle me permet de me dire, mais à quel endroit on peut parler? Et de quoi les gens ont besoin? Et là, je reviendrai sur Stigler. C'est une société, pour tenir ensemble, elle a besoin de protension collective positive, d'un récit commun positif, d'un idéal commun, de valeurs. Ça peut s'appeler communisme, ça peut s'appeler christianisme, ça peut s'appeler république, ça peut s'appeler démocratie, on s'en fout. Il faut des valeurs qui tiennent la route. L'application pratique, ce sera autre chose. Mais des valeurs et un récit qui tient la route. Puis de l'autre côté, des protensions collectives négatives. Des interdits, des barrières, des masques, des tabous. Et ils sont nécessaires aussi, hein, pour une partie d'entre eux. Tu ne tueras point, c'est utile, hein, c'est cristallisé. Mais notre société aujourd'hui, elle n'a plus d'idéal commun positif. Elle n'a plus de protension collective positive. La seule qu'on lui donne, c'est le néolibéralisme mondialisé transhumaniste. Tu es derrière ton téléphone portable, tu seras tout puissant. C'est une réalité, mais d'une part, c'est pas collectif, c'est tout seul. C'est même pas positif. C'est un truc de contrôle, de puissance encore. C'est le truc du pervers narcissique, quoi. C'est pas être en interrelation, c'est pas vrai. Et c'est pas un idéal. Donc ça tient pas. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste une hyper-exaltation des protensions collectives négatives pour continuer à essayer de tenir ensemble le groupe. Le groupe se crispe autour des interdits, autour des valeurs, autour de la désignation de l'ennemi. Parce que si je désigne un ennemi autour, enfin, le bouc émissaire, hein, ça me permettrait de me sentir bien entre nous. Enfin, là, on pourrait se comprendre, hein. On est tous bien là, là, on fait société ensemble. Mais ça tient pas. C'est comme des jeunes qui sont en train de bastonner un pauvre écolier dans la cour. Ils sont pas potes. Ils croient qu'ils sont potes parce qu'ils sont en train de bastonner un écolier et qu'ils sont dans l'espèce de violence habituelle des écoles de harcèlement. Mais en fait, c'est pas vrai. Dès qu'ils vont sortir et dès qu'il y aura plus de personnes à bastonner, qu'est-ce qui les relie? C'est la fin de cette partie, n'hésite pas à aller visiter la chaîne pour voir les autres interviews et la suite de celle-ci, c'est là.